En 1700, la couronne d'Espagne est offerte à Philippe, duc d'Anjou, qui est l'un des petits-fils de Louis XIV. Louis XIV accepte la dévolution de cette couronne pour son petit-fils et avant que celui-ci ne parte pour son nouveau royaume et le trône de Madrid, il va demander à Hyacinthe Rigaud de réaliser le portrait de Philippe d'Anjou dans l'apparat de sa future dignité de roi d'Espagne. Comment Louis XIV en arrive-t-il à choisir Hyacinthe Rigaud? Eh bien, très certainement poussé par ses proches. En effet, dès les premières années de son installation à Paris, Rigaud a eu l'honneur d'avoir comme client à la fois le duc de Chartres, futur régent, mais aussi son père, monsieur, frère du roi, ainsi que la duchesse de Montpensier. Le clan Orléans soutient donc les débuts de Hyacinthe Rigaud. D'autre part, au-delà de la famille d'Orléans, les proches du roi Soleil se sont également précipités dans l'atelier du maître. C'est notamment le cas de son fils, le grand dauphin, père de Philippe, duc d'Anjou, qui en 1697 commande à Rigaud un portrait fort martial qui sera repris à l'envi par les nobles d'épée de la cour. Également en 1697, le prince de Conti, un autre prince du sang, va commander à Hyacinthe Rigaud un portrait d'envergure en pied où il se fait représenter avec un petit serviteur mort tenant sa traîne. Le tableau est aujourd'hui non localisé. C'est donc à la faveur de l'avis de ses proches que Louis XIV va porter son dévolu sur ce peintre qui est alors l'un des plus célèbres sur la place de Paris. Le portrait de Philippe V d'Espagne va être mis en chantier dès 1700. Le jeune roi va alors demander à son grand-père de faire l'appareil, c'est-à-dire de passer également commande à Hyacinthe Rigaud de telle sorte qu'il puisse amener avec lui à Madrid un portrait du roi Soleil, son grand-père. Louis XIV va alors accepter d'accorder 3 séances de pause à Hyacinthe Rigaud alors qu'il est cantonné dans l'appartement de Madame de Maintenon au regard de ses accès de goutte. C'est ainsi que va naître la création d'une des icônes de la monarchie absolue. Je veux parler bien évidemment de ce grand portrait en costume royal qui part aujourd'hui les collections du musée du Louvre et qui est très certainement l'image la plus célèbre aussi bien de Louis XIV que de la monarchie d'Ancien Régime. L'œuvre va être réalisée en 2 temps au cours de 3 séances de pause, un signe honneur auquel très peu d'artistes peuvent recourir durant tout le règne de Louis XIV. Ces 3 séances de pause vont permettre à Hyacinthe Rigaud de réaliser sur une petite toile le portrait du visage du monarque qu'il insérera ensuite, comme à son habitude, dans une toile de très grand format en atelier, confiant notamment à son atelier l'exécution d'une grande partie des éléments constitutifs de la composition. Mais avant de mettre la dernière main à ce grand portrait, Rigaud a dû montrer patte blanche et faire montre au monarque de la composition pour laquelle il avait opté. Avant même de se mettre au travail, il présente au roi un modello, c'est-à-dire une petite esquisse extrêmement poussée et précieuse qui permet au roi de se faire une idée du portrait final et surtout du parti pris initial choisi.
Ce modello a été retrouvé récemment et est aujourd'hui conservé dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il est précieux comme un bijou dans le détail des moindres inflexions, notamment des tissus et dans le rendu, par exemple, des fleurs de lys. Il présente en outre de nombreuses différences avec le parti pris définitif que Rigaud a adopté. Une fois le portrait en grand costume royal réalisé, il est présenté en 1702 à la cour de Versailles, qui s'émeut devant un tel chef-d'œuvre et qui enjoint le roi Louis XIV de conserver cette figure pour Versailles. Le roi va alors demander à Hyacinthe Rigaud de réaliser une réplique de son grand portrait en costume royal afin de satisfaire, bien évidemment, la demande de son petit-fils Philippe d'Anjou, devenu Philippe V d'Espagne. Mais la réplique réalisée par Rigaud va également rester à Versailles et se trouve aujourd'hui dans les collections du château de Versailles. C'est une toute autre version du portrait de Louis XIV qui va finalement prendre le chemin de Madrid, plutôt qu'une version pacifique de monarque. C'est bien une vision martiale d'un roi en armure que Rigaud va adresser à Philippe V d'Espagne. Ce portrait se trouve aujourd'hui dans les collections du Prado. Ce que Louis XIV a tenté de dire à travers cette version martiale de lui-même envoyée à son petit-fils, c'est bien évidemment un avertissement pour toute l'Europe coalisée contre les Bourbons de France et d'Espagne. En ce qui concerne la genèse même de cette œuvre iconique, un sort doit être réservé à la question des régalias, c'est-à-dire des instruments symboliques des rois de France. Il est fort probable, comme cela a été le cas lors de la création de ces trois portraits de Louis XV, que Rigaud ait pu bénéficier du prêt bienveillant des régalias conservés alors à l'abbaye de Saint-Denis. On en a le témoignage pour Louis XV et tout porte à penser que cela fut également le cas pour Louis XIV, tant les instruments du pouvoir des Bourbons sont rendus avec un luxe de détails qui ne permettent pas le doute. C'est le cas notamment pour l'épée dite de Charlemagne, joyeuse, que Rigaud va représenter dans le moindre détail. C'est également le cas de la couronne ou bien encore du sceptre renversé qui n'est pas celui du sacre de Louis XIV, mais celui du sacre d'Henri IV, puisque le roi, comme son artiste, souhaite insister sur la filiation Bourbon de Louis XIV dans le contexte de la prise de pouvoir des Bourbons en Espagne. Alors pourquoi ce portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud a-t-il éclipsé tous les autres portraits du monarque, si bien qu'après 1701-1702, plus aucune autre image du monarque n'est possible en dehors de la reprise de ce portrait par Hyacinthe Rigaud? Eh bien, certainement parce que Rigaud a réussi ce que le théoricien André Félibien appelle l'exercice le plus difficile qui soit pour un artiste, le portrait du roi. Mais pas de n'importe quel roi. L'idéal des rois, la perfection des rois, le chef-d'œuvre des rois, tel que les contemporains nous le décrivent, c'est-à-dire Louis XIV. Avant Rigaud, un seul peintre, et c'est un peintre d'histoire, a réussi cet exploit. Il s'agit de son maître, Charles Lebrun. Mais Lebrun est ici dépassé par Rigaud. Rigaud a en effet réussi à exprimer ce que l'on appelle les deux corps du roi. Le corps physique,
matériel. C'est bien Louis XIV qu'il nous peint. Il est tout à fait reconnaissable dans sa vieillesse, avec sa bouche édentée et affaissée, mais sans que jamais Rigaud n'aille vers le bas, vers le vulgaire, vers la trivialité d'une parfaite ressemblance. Il a ainsi doté le roi de magnifiques jambes, des jambes que le roi avait dans sa jeunesse, excellent danseur, mais qu'il n'a plus en 1701, au moment où il souffre de très graves accès de goutte. Cependant, des jambes affaiblies ne sied pas à la noblesse d'un tel roi. C'est donc un compromis savant entre ressemblance et vraisemblance auquel Rigaud s'essaie. À côté de ce corps physique, tout matériel et tout éphémère du roi, tout humain, Rigaud réussit à exprimer l'essence même du pouvoir royal, c'est-à-dire le corps spirituel, l'État. Et il l'exprime au moyen des régalias, mais également au moyen d'une pompe et d'un savant patchwork entre des éléments excessivement disparates. Des régalias, mais également le costume de chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, quelques éléments tirés du sacre, comme le soc, le manteau royal d'hermine flanqué de fleurs de lys, une galerie qui fait penser à la galerie des glaces de Versailles, les doubles colonnes qui font penser à la double monarchie bourbonienne, française et espagnole, mais sont aussi un pied de nez à l'Empire Habsbourg, et bien évidemment les figurations de la force et de la justice qui viennent asseoir les fondements mêmes de la monarchie absolue française. C'est donc au portrait du portrait des rois, au portrait absolu auquel Rigaud s'est ici livré, et son exemple fera florès puisqu'il sera repris de manière sempiternelle et récurrente, quels que soient les régimes et quels que soient les souverains, puisque la formule initiée pour Louis XIV sera reprise pour Louis XV, pour Louis XVI, pour Napoléon Ier, pour Napoléon III et jusqu'à nos modernes présidents de la République, le dernier à être représenté dans cette pose étant le président Georges Pompidou.